On va parler de l'identification des personnes surdouées. Cette vidéo a pour objectif de répondre à la question « Comment identifie-t-on des personnes à haut potentiel ?» Tout d'abord, si vous vous demandez pourquoi il est important d'identifier ces personnes-là, je vous invite à consulter cette vidéo. Pour rappel ou pour précision, l'identification de ces personnes n'a pas pour objectif de mettre une étiquette sur les gens ou bien d'exclure d'autres personnes. Le but principal de l'identification, c'est avant tout de repérer ces personnes-là pour pouvoir ensuite leur apporter quelque chose. Sans plus attendre, générique. Alors comment fait-on pour repérer les HP? J'ai cherché pour vous un détecteur à personnes à haut potentiel. J'ai donc tapé dans Google et je suis tombé sur cette chose. Vous en pensez quoi? Ça a l'air sérieux ce truc? Trêve de plaisanterie. Pour pouvoir identifier les personnes HP, il y a plusieurs possibilités. La première et certainement la plus importante à mon sens, c'est l'évaluation qualitative. L'évaluation qualitative, qu'est-ce que c'est? C'est un entretien clinique par une personne spécialisée et formée sur cette question de la douance. Ça permet pour un spécialiste de rechercher chez la personne un certain nombre d'éléments qui vont permettre de valider ou d'infirmer l'hypothèse de la précocité. Alors concrètement, comment ça se passe? Il s'agit simplement d'un entretien dirigé avec un spécialiste, la plupart du temps un psychologue, qui va vous poser des questions sur l'histoire de la personne, son mode de pensée, qui va faire une analyse des caractéristiques psycho-affectives de la personne. À la suite de cet entretien, elle va pouvoir orienter soit vers un test de QI plus approfondi, soit infirmer l'hypothèse de la douance. Souvent, cet entretien qualitatif est suivi d'un entretien quantitatif. Il s'agit en réalité d'un test de QI. Dans la prochaine vidéo, je vais commencer à aborder cette question-là, et plus particulièrement l'évolution des tests d'intelligence dans l'histoire. Pourquoi on en arrive à faire un test de QI quantitatif? Il y a principalement deux raisons à cela. Ça peut être soit quelque chose de demandé par les autres. C'est typiquement le cas d'une personne qui fait un test de QI pour valider le fait qu'il soit surdoué afin de sauter une classe. Mais ça peut aussi être un entretien demandé pour évoluer dans son travail, tout simplement. L'autre possibilité, c'est de faire un test de QI pour soi. Ça peut permettre de mieux se connaître, mieux se comprendre. Ça peut permettre de trouver des points faibles ou des points forts sur comment on fonctionne, comment notre cerveau travaille. De mon côté, par exemple, je sais que je ne suis pas forcément très fort pour la partie représentation dans l'espace. Mais c'est par exemple quelque chose que je pourrais travailler. Ça permet également de remonter l'estime qu'on a de soi si on s'est toujours considéré comme une personne atypique, étrange, qu'on n'a jamais vraiment compris pourquoi. Le fait d'être diagnostiqué comme personne intellectuellement précoce, ça permet d'expliquer certaines choses. Alors je reviendrai beaucoup plus en détail sur le test de QI par la suite. On essaiera notamment de répondre vraiment à cette question de pourquoi passer un test de QI, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Quoi qu'il en soit, c'est souvent le dernier recours ou le réflexe pour pouvoir identifier une personne surdouée, donc j'étais obligé d'en parler. Avant de passer un test de QI, il y a quelques petits indices qui nous permettent de nous mettre sur la voie et de nous faire se poser la question de savoir si on est surdoué. Je préfère vous mettre un warning, j'ai pas vérifié la suite de la véracité de ce que je raconte là, mais c'est essentiellement basé sur les travaux de psychologues. Et il faut se demander si ces psychologues ne sont pas soumis à des biais classiques, par exemple le biais de confirmation ou le biais de consultation. Cela étant dit, je vais quand même vous donner quelques éléments. Le site douance.be, dont je mets le lien dans la description, liste un certain nombre de caractéristiques intéressantes qui peuvent mettre la puce à l'oreille concernant la précocité d'un enfant. Si vous n'avez pas peur pour votre rétine, vous pouvez consulter le site. Sinon, je vais rapidement vous faire un résumé. Du coup, je ne rentre pas dans les détails, mais ils annoncent que les enfants précoces sont souvent curieux, ont une aptitude à apprendre par l'erreur, ont une aptitude à adapter leurs connaissances, possèdent un champ d'intérêt vaste et profond, développent un intérêt précoce pour les livres et les films. Ils s'ennuient rapidement face à l'apprentissage et au travail redondant. Et justement, il y a une diminution de la qualité d'exécution sur les tâches répétitives. Les enfants précoces s'entourent préférentiellement de personnes plus âgées. Et je cite, ils tiennent à des règlements stricts ou en inventent de nouveaux lorsqu'ils jouent à des jeux. Sur le site douance.org, je suis tombé sur un questionnaire en ligne qui reprend les travaux de Jean-Claude Terrassier sur les caractéristiques des enfants précoces. C'est un rapide questionnaire d'une vingtaine de questions, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Et puis je sais que ça peut paraître étrange, mais un des indices intéressants pour pouvoir repérer une personne précoce, c'est ses enseignants. En effet, j'étais tombé sur une statistique qui disait que les professeurs repéraient plus de 70-80% des enfants précoces. Alors j'ai plus les chiffres en tête et je retrouve plus l'étude, mais si je la retrouve, je vous mettrai le lien dans la description. On peut donc également s'appuyer sur les enseignants pour pouvoir détecter une personne précoce. C'est notamment ce que pense Jeanne Siofachin qui donne ce tableau aux enseignants pour pouvoir identifier dans leurs élèves les personnes précoces. Je vous laisse lire ce tableau plus en détail, mais en vitesse, on note des résultats en dents de scie, des demandes constantes de justification aux enseignants. Concernant la participation, soit elle est active et intempestive, soit c'est une absence totale. Les enfants précoces sont souvent bavards, dissipés, rêveurs, agités. Ils ont parfois du mal à justifier leurs résultats.
Ça arrive que certains précoces soient dotés d'une expression orale assez brillante mais d'un écrit catastrophique. Ils peuvent être isolés dans la cour et ça leur arrive de faire des hors-sujets. Elle note aussi l'interprétation qu'elle fait de ces éléments. Concernant les indices chez l'adulte surdoué, c'est vrai que j'ai trouvé moins de documentation sur le sujet. Le point central, c'est qu'on peut dire que l'adulte surdoué a été préalablement un enfant précoce. Donc a posteriori, on peut rechercher dans l'histoire de la personne des éléments qui nous permettraient d'orienter vers cette piste-là. Il y a néanmoins des personnes qui s'intéressent spécifiquement à cette question de l'identification des adultes surdoués. C'est notamment le cas de Monique de Kermadec qui explique cela. On retrouve chez l'adulte surdoué un certain nombre de caractéristiques que j'aime bien regrouper sous 3 entités. La première étant l'intensité, la deuxième la complexité et la troisième l'urgence à agir. L'intensité, c'est-à-dire l'intensité à la fois dans les émotions, dans la sensibilité. La complexité, c'est celle de la pensée. L'urgence à agir vient du fait que bon nombre d'adultes surdoués ont le sentiment d'avoir une mission à accomplir dans la vie. Je vous mets aussi l'interview complète dans la description. Ça va commencer à faire beaucoup de liens, ça, non? Je vais quand même vous citer une liste d'autres caractéristiques qu'on retrouve chez les adultes surdoués. Mais c'est toujours à prendre avec les mêmes précautions. Les adultes surdoués se retrouvent souvent hypersensibles, à la fois sur le plan sensoriel, on parle alors d'hypersthésie, mais également sur le plan émotionnel. Il arrive qu'ils développent un faux self, c'est-à-dire une autre identité qui ne représente pas vraiment ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et à l'âge adulte, ce faux self peut avoir pris une grosse partie de leur existence. C'est souvent un mécanisme de défense qui a été mis en place pendant l'enfance, mais ce qu'on note prioritairement, c'est ce qui concerne le domaine de la pensée, avec une pensée plutôt rapide, complexe et originale. Je vais pas aujourd'hui faire la liste de toutes les caractéristiques qu'on retrouve chez les personnes surdouées, ça fera certainement l'objet d'une vidéo particulière, dans laquelle on interrogera la véracité de chacune des affirmations. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça aura répondu à la question comment identifier les personnes surdouées, ou au moins que ça aura éclairci certaines choses. Toujours pareil, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, merci de me mettre un pouce ascendant, et soit là. Comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo sera sur l'historique des tests d'intelligence. Et d'ici là, n'oubliez pas, on n'est pas des bêtes.